Berthomé Junior Jean et nous allons voir ce chapitre très intéressant pour pouvoir contrôler le tassement des sols. Comme référence pour ce cours, nous utilisons toujours l'ouvrage Mécanique des sols de l'Université catholique de Louvain, de Déhagueur 2001, la géotechnique mécanique des sols, tome 1, l'Université de Liège de Robert Charlier, de 2007. L'autre ouvrage, c'est la déformabilité des sols, tassement, consolidation de Jean-Pierre Magnan. On peut toujours consulter l'ouvrage Introduction à la géotechnique, Jean Lafleur, de 2006. Il y a le cours pratique de mécanique des sols, plasticité et calcul de tassement, de Coster et Singlera, de 1983. Dans ce chapitre, nous allons voir qu'est-ce qu'un tassement. Nous allons regarder le chargement d'un sol, le surplus de contraintes et la déformation verticale qu'on appelle le tassement. Ensuite, nous allons regarder les conséquences des tassements sur les structures, que ce soit les bâtiments, les ponts, etc. Nous allons regarder les types de tassements. On a des tassements uniformes qui affectent un peu la structure, des problèmes de raccordement, que ce soit dans les remblais, ouvrages d'art, canalisation, bâtiments. On a des tassements différentiels dans ce chapitre, à savoir des tassements différentiels qui peuvent entraîner les désordres importants, les structures hyperstatiques également. Nous allons voir tous ces problèmes au cours de ce chapitre concernant le tassement, la compressibilité et les serres de. Ensuite, nous allons voir à quoi sont dus les tassements. C'est très important également de voir l'origine de ces problèmes, le phénomène de compressibilité des sols à travers la diminution de volume, la compressibilité, de quoi ça résulte, que ce soit de la déformation des grains de sol, de la compression de l'air et de l'eau contenue dans les vides. Donc, dans la compression de l'air, c'est toujours instantané, alors que pour l'eau, c'est négligeable dans les tassements instantanés. L'expulsion de l'eau contenue dans les vides, on a vu lorsqu'on réalise des essais triaxiaux, on fait une étape pour extirper l'eau afin de déterminer la consolidation du sol. C'est à peu près le même principe qu'on va adopter ici, chasser l'eau des vides, pour avoir la consolidation primaire. Il y a la compression du squelette solide, qu'on appelle le réarrangement des particules, ce qu'on appelle la consolidation secondaire. Le tassement total, qui va nous donner le tassement immédiat, plus le tassement de consolidation primaire, et ensuite le tassement de consolidation secondaire. Et à travers ce diagramme, on va regarder ce diagramme de plus près pour savoir comment déterminer le tassement immédiat, qui est vertical. Ensuite, le tassement de consolidation primaire, qu'on va regarder sur les graphes, et le tassement de consolidation secondaire jusqu'à la fin de l'essai. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Nous allons regarder la méthode d'obtention des tassements. Si les lois de comportement étaient connues, à savoir les charges qui sont appliquées, on va aboutir aux contraintes sur les particules solides plus les déformations. Et à partir de ces deux-là, on va déterminer la somme des déformations pour aboutir au tassement total. Il y a le principe de calcul du tassement total à partir des charges appliquées qui vont entraîner les contraintes à la profondeur où on veut calculer le tassement. Ensuite, on regarde les déformations à travers des études expérimentales du sol pour pouvoir déterminer les calculs de tassement à partir des contraintes déterminées. Enfin, il y a la prise en compte du temps du tassement, ce qu'on appelle la consolidation. La compressibilité des sols et consolidation. Ces deux aspects à peu près différents, parce que la consolidation, ça a un rapport avec le temps, et la compressibilité des sols, ça a un rapport au grain des sols et l'expulsion de l'eau. Lors de l'apport des charges, la compression du sol apparaît pour donner du tassement. Inversement, on constate un gonflement lorsqu'il y a diminution des charges. Donc, c'est normal, quand on applique une charge sur un sol, ça va créer des tassements, plus ou moins des déformations verticales sur le sol. De même que si après on enlève cette charge sur ce sol, dépendant du type de sol qu'on a, ça peut créer un gonflement au niveau de ce sol, si le sol est un sol gonflant. Les caractéristiques de compressibilité du sol doivent être connues pour estimer
les mouvements verticaux qui seront subis par la construction. Okay? Sous l'apport des charges, la variation de volume est due à 3 phénomènes. Nous avons vu lors des essais triaxiaux, lorsqu'on fait l'étape de consolidation, normalement, on expulse l'eau au niveau du sol. Il y a une variation de volume à travers ce sol-là. Et cette variation de volume, c'est ce qu'on va voir également au niveau des essais de compressibilité ou de consolidation de ce sol à travers l'essai hydrométrique. C'est arriver à extirper l'eau et à faire une variation de volume au niveau de l'échantillon. Et cette variation de volume est due à 3 phénomènes. Premièrement, la déformation des particules proprement dit. Cette déformation est élastique, c'est-à-dire réversible, mais pas forcément linéaire. Le mouvement relatif, roulement et glissement, ou bien le réarrangement géométrique des particules. La dernière étape, c'est l'expulsion de l'eau, du fait de la variation de volume des vides. Ce sont ces 3 phénomènes qui symbolisent la consolidation de la compressibilité des sols. Il y a les 3 phénomènes, la déformation des particules. Cette déformation des particules est réversible, compression des grains. Il y a les mouvements relatifs au réarrangement de la géométrie. Dans ce cas, on a les glissements grain sur grain, roulement. Et enfin, c'est l'expulsion de l'eau ou de l'air. C'est la diminution du volume des vides. Les 2 premières étapes correspondent à la compressibilité des sols. Et la dernière étape, expulsion de l'eau ou de l'air, correspond à la consolidation des sols. Nous allons voir 2 types de compressibilité à travers 2 types de sols. Il y a la compressibilité des sols pulvérilents et les sols fins. Rappelez-vous que dans le cours, nous avons distingué les sols pulvérilents. Ce sont des sols grossiers tels que les sables, graviers et autres. Et les sols fins, nous avons vu les sols fins comme les argiles, les limons, etc. Pour le matériau granulaire soumis à une compression unidimensionnelle, voici le type de courbe qu'on va étudier à travers l'essai hydrométrique pour contrôler l'évolution de la déformation ou bien l'indice des vides en fonction des contraintes appliquées. La perméabilité des sols pulvérilents est en général assez forte pour que l'eau ne s'oppose pas à la déformation du sol. Ce sont des sols à grains. Ce sont des sols perméables. Et dans ce type de sol, les déformations sont pratiquement instantanées. C'est-à-dire que ça ne prend pas beaucoup de temps pour que cette déformation puisse être appliquée. Ces déformations sont dues pour l'essentiel au réarrangement des particules qui constituent le squelette solide du sol. Il faut dire qu'ici, on regarde des sols pulvérilents. Pour une faible part, à la déformation des particules solides au point de contact entre les particules. Donc, dans ce type de sol, c'est-à-dire les sols pulvérilants, nous avons 2 types de phénomènes. Il y a le réarrangement des particules, à travers les squelettes solides, et ensuite la déformation des particules au point de contact entre les particules. C'est-à-dire que pour l'eau, l'eau peut sortir facilement de ces types d'essais. Donc, l'expulsion de l'eau, ça ne va pas prendre trop de temps pour traverser un gravier ou bien un sable. La courbe de compressibilité hydrométrique d'un sol pulvérilent a l'allure généralement indiquée sur la figure ici. Donc, quand on fait un essai, vous allez appliquer des charges sur l'échantillon. Vous pouvez faire un déchargement puis un rechargement et ça va suivre cette allure. Vous pouvez voir que la partie AB de la courbe, voici la partie AB, où on applique les charges sur cette partie et le volume est notable et provient surtout du réarrangement des grains dans cette partie-là. En revanche, dans la partie EF, elle est faible et provient de la déformation élastique des grains. Et ensuite, vous avez ici un déchargement DC, puis un chargement à nouveau CD pour reprendre l'allure au départ de l'échantillon. Et vous pouvez remarquer que ici que l'allure du déchargement est différente de l'allure du rechargement. C'est ce qu'on appelle l'effet hystérésis qu'on va retrouver dans ce phénomène.
Et cet effet hystérésis est souvent utilisé dans les sols non saturés lorsqu'on détermine la courbe de rétention d'eau pour montrer que l'allure de cette courbe est différente suivant qu'on suit un chemin d'humidification ou un chemin de séchage. Voici des exemples de compressibilité des sols pulvérinants. Donc, nous avons un début de chargement. À ce moment-là, les déformations sont importantes. Vous pouvez voir que ça va rapidement. Ensuite, vous avez le ralentissement des déformations des grains. Il y a un cycle de chargement et de déchargement et chargement qui est pour montrer le comportement non réversible ou bien hystérésis de ce sol. Et par la suite, l'importance de l'indice de densité. Nous avons vu l'indice de densité lorsqu'on a vu les sols pulvérinants. Et voici cette formule qu'on a déjà vue dès le premier cours pour pouvoir déterminer si le sol est lâche, compressible, si le sol est serré, très peu compressible. Dans le matériau granulaire soumis à une compression unidimensionnelle également, nous avons une compression en fonction du temps. On va atteindre rapidement et ensuite l'évacuation rapide de l'eau. On a dit que l'eau peut traverser facilement les grains de sable ou bien les graviers. Okay? Ça se fait rapidement et c'est ces deux phénomènes qu'on a constatés dans le cas des sols pulvérinants. Il y a la compressibilité, à ce moment-là seulement dû à la compression du squelette solide. Donc, le réarrangement des grains, tout ça, et la déformation de ce squelette solide. Il y a le tassement instantané au moment de l'application des charges. Tout de suite après l'application des charges, nous avons le tassement instantané qui se fait rapidement. Et dans le cas des constructions, ça se fait souvent pendant la construction. Okay? Identique sur un sol sec, humide ou saturé. Donc, si on regarde la courbe de compression en fonction du temps, vous avez le tassement instantané ici et qui montre une déformation rapide et importante. Ensuite, vous avez une courbe qui montre la déformation ou bien la consolidation primaire et ensuite pour aboutir à la fin de l'essai jusqu'à ce qu'il y a stabilisation. Nous venons de voir la compressibilité dans les sols pulvérinants. Maintenant, nous allons voir la compressibilité dans les sols fins. Nous allons distinguer deux types de sols, les sols pulvérinants et les sols fins. Et vous allez voir la compressibilité est différente suivant qu'on travaille avec les sols pulvérinants et ou bien les sols fins. Maintenant, la perméabilité des sols fins est en général faible et l'écoulement de l'eau à travers les pores du sol ne s'effectue pas de manière instantanée. Alors que pour les sols pulvérinants, nous avons vu que la perméabilité était forte, mais ici, pour les sols fins, la perméabilité est faible parce que ce sont des sols imperméables ou bien presque ou bien quasi imperméables. Les charges appliquées à la surface de l'éprouvette se transmettent d'abord à l'eau, parce que l'eau est présente dans ce type de sol, puis progressivement au squelette solide, au fur et à mesure que l'eau sort du sol. Nous allons suivre un processus où au départ il y a de l'eau, et l'eau va reprendre une partie des charges, et ensuite il va y avoir l'expulsion de l'eau jusqu'à ce que l'eau sorte du sol. À ce moment-là, c'est le squelette solide qui va reprendre ses charges. Les déformations de l'éprouvette sous chaque charge appliquée dépendent donc du temps, parce que ça va prendre du temps. Dans les sols fins, l'expulsion de l'eau, ça prend du temps, et la consolidation, ça prend également du temps. Donc, on doit contrôler le temps, et une fois contrôlé le temps, on doit conduire à étudier le phénomène en deux étapes. La première étape, ça concerne l'évolution du tassement de l'éprouvette en fonction du temps. C'est important, c'est en fonction du temps, et c'est ce qu'on appelle la courbe de consolidation pour une valeur donnée de pression sigma V appliquée. La seconde étape concerne la variation de l'indice des vides à la fin de chaque étape de chargement en fonction de la pression ou bien de la contrainte effective verticale appliquée sur l'échantillon. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure pour pouvoir aboutir à ce qu'on appelle couramment les courbes eudométriques. Pour chaque essai eudométrique, nous allons étudier ces deux étapes, regarder l'évolution du tassement en fonction du temps
pour pouvoir déterminer la consolidation. Et ensuite, regarder la variation de l'indice des vides en fonction des contraintes verticales effectives appliquées pour pouvoir déterminer la courbe eudométrique. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, nous savons très bien que l'ennemi numéro 1 des sols, ou encore du sol, c'est l'eau. Je voudrais savoir, est-ce que l'eau peut apporter quelque chose de positif dans certains sols, dans certains cas, bien entendu, dans les caractéristiques intrinsèques des sols? Si je dis que l'eau est l'ennemi numéro 1 du sol, c'est que l'eau, avec l'eau, ça va diminuer la résistance au cisaillement du sol. C'est-à-dire que un sol qui était résistant au départ, mais avec l'eau, ce sol-là peut perdre sa résistance. En fait, l'eau ne va pas faire augmenter la résistance du sol. C'est pour cela qu'en laboratoire, la majorité des laboratoires ne réalisent pas des essais en sol non saturé parce qu'on regarde les deux extrêmes au laboratoire, soit le sol sec où l'échantillon peut supporter au max les charges, et le sol saturé où c'est le minimum. C'est-à-dire que si l'échantillon arrive à supporter une charge pendant qu'il est saturé, donc pendant toute sa durée de vie, s'il est partiellement saturé, s'il y a changement de climat et tout ça, il reste résistant. C'est pour cela au laboratoire, on fait les deux extrêmes, on sature l'échantillon, on met l'échantillon à la limite de sa résistance. L'eau ne peut pas apporter quelque chose de positif concernant la résistance. Ok, merci professeur. Donc il faut regarder l'équation. Avec l'eau, la résistance au cisaillement du sol diminue. Avec l'augmentation de la succion, par exemple, l'influence de la succion sur le sol, ça fait augmenter la résistance au cisaillement. Et c'est pour cela qu'on trace des courbes de rétention d'eau. À travers les courbes de rétention d'eau, on voit l'évolution de la succion en fonction de la teneur en eau. Si la succion augmente, la résistance au cisaillement augmente. Et dans les calculs de stabilité, les facteurs de sécurité augmentent. Si, en revanche, la succion diminue, c'est-à-dire l'augmentation de l'eau, à ce moment-là, la résistance au cisaillement du sol diminue, ainsi que les facteurs de sécurité et ou bien la stabilité de ce sol diminue. Là, maintenant, on va voir le schéma de principe du phénomène de consolidation. Et c'est un schéma assez simple et assez abordable quand on regarde le phénomène de consolidation dans un sol. Vous avez trois schémas ici. Il y a un schéma où on voit un ressort ici et une plaque. Il y a un robinet ici dans un tube qu'on place à l'intérieur de la plaque. Okay? Et ce robinet est fermé dans le schéma A. Ici, dans le schéma B, le robinet est ouvert, c'est-à-dire que l'eau peut sortir à travers ce robinet. Et à ce moment-là, cette contrainte delta sigma qu'on applique sur la plaque va commencer à descendre. Ici également, c'est pareil. Donc, que dit ces trois schémas? Le ressort qui va être assimilé au sol, et ici, c'est de l'eau aux alentours. Okay? Donc, on va supposer que le sol est chargé par l'intermédiaire d'une plaque. Voici la plaque percée d'un orifice de faible diamètre muni d'un robinet. Et ce robinet est fermé ici. Le comportement mécanique du squelette solide du sol est schématisé par le ressort. Et ici, le ressort est assimilé au squelette solide du sol. La phase liquide est représentée par de l'eau. Voici la phase liquide, c'est de l'eau aux alentours du ressort qui représente le sol. La faible perméabilité du sol est simulée en restreignant la section de l'orifice permettant à l'eau de s'échapper à travers la plaque de chargement. Ici, on ferme le robinet, donc l'eau ne peut pas s'échapper à l'intérieur. Okay? Et on a, à l'instant initial, T égale à 0, robinet fermé, la charge delta sigma appliquée à la plaque, cette charge qu'on applique à cette plaque ici, est transmise intégralement à l'eau. Donc, c'est l'eau qui va supporter cette charge qu'on applique sur le ressort. Et le ressort n'est pas sollicité. Donc, c'est l'image en A. Si c'est l'eau qui va reprendre les contraintes, à ce moment-là, la pression interstitielle est égale à la contrainte en total. Et pour le ressort qui représente le sol, les contraintes entre grain et grain, qui représentent les contraintes effectives, ce serait nul. Delta sigma prime est égal à 0. Maintenant, le robinet était fermé ici. Ici, le robinet est ouvert.
Donc, il n'y a pas de robinet, l'eau peut s'échapper facilement. Donc, à ce moment-là, on va appliquer en B la contrainte delta sigma sur la plaque et l'eau qui s'échappe lentement au cours du temps, cette charge va être reprise progressivement par le ressort. Parce que l'eau peut s'échapper, maintenant le ressort va jouer sa partition pour pouvoir supporter la charge. Et on voit que la plaque maintenant peut descendre parce que le ressort va subir l'effort qui est appliqué sur la plaque. À ce moment-là, l'eau va être égale à delta U. Okay? Il va y avoir une certaine pression interstitielle à travers ce chargement. Le ressort qui reprend les charges, c'est les contraintes effectives, c'est rapport au sol grain en grain, etc. Donc, pour le troisième cas, maintenant, l'eau va continuer à sortir et la contrainte va s'appliquer sur la plaque. On va dire qu'en fin de consolidation, on va supposer que toute l'eau va être dissipée et l'écoulement s'arrête, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'eau. Et à ce moment-là, la charge est entièrement transférée sur le ressort. C'est-à-dire que c'est le ressort qui va reprendre la charge. En fait, ce sont ces trois phénomènes qu'on explique et dans le cas du principe du phénomène de consolidation dans le sol. Donc, la simulation du ressort, okay, et la plaque et le robinet et l'eau qui va nous permettre de voir ce principe du phénomène de consolidation. Et à la fin, on a la pression interstitielle qui est nulle et toutes les contraintes effectives vont être égales aux contraintes totales. Donc, on peut voir ce phénomène ici également d'évolution de ce qu'on va avoir. À l'instant T0, nous avons la contrainte totale, toujours la contrainte totale, mais la contrainte effective est nulle parce que tout est repris par l'eau. Il y a uniquement les pressions interstitielles et le tassement est nul parce que ici, il n'y a pas, ça ne bouge pas parce que l'eau prend toutes les charges. Et le phénomène de consolidation au début. Alpha égale bêta égale à 0. Maintenant, au temps T, nous avons toujours la contrainte totale delta sigma V. La contrainte effective, ça commence à s'appliquer. Nous avons la pression interstitielle également. Et en cours, nous avons alpha compris entre 0 et 1 et bêta compris entre 0 et 1. Maintenant, à l'instant T100, qui va nous permettre de voir la connexion entre la consolidation primaire et la consolidation secondaire. Et c'est ce qui va nous permettre de voir la courbe où on peut tracer les deux tangentes pour pouvoir déterminer ce T100. Vous avez la contrainte totale, toujours la contrainte totale. Maintenant, c'est la contrainte effective, c'est-à-dire qu'à cet instant-là, nous avons uniquement les grains qui reprennent les charges appliquées et la pression interstitielle est nulle et le tassement sera le tassement total, delta H, enfin d'essai alpha égale à bêta égale à travers les essais, toujours, que ce soit pour faire la consolidation pour les essais triaxiaux, vous allez déterminer les T100. Okay? Voici lorsqu'on arrive à déterminer le T100, voici les phénomènes qui est démontré. Vous avez la contrainte totale, la contrainte effective qui est égale à la contrainte totale. Et en termes de pression interstitielle, c'est nul. Et vous avez le tassement. Donc, c'est ce phénomène qu'on vient de voir tout à l'heure. Compressibilité des sols. Vous avez toujours l'approche phénoménologique analogie des ressorts qu'on vient d'expliquer. C'est ce phénomène-là où on peut voir ça sous d'autres formes. Toujours robinet fermé, la charge est reprise par l'eau. Ensuite, robinet ouvert, l'eau commence à sortir et le ressort commence à supporter les charges. Et enfin, vous avez l'eau est dissipée totalement, delta U est égal à 0 et toute la charge est reprise par le ressort. C'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. On va regarder ça de plus près sur la courbe de consolidation. La courbe de variation du tassement est en fonction du logarithme du temps à l'allure indiquée ici sur ce schéma. C'est ce qu'on appelle la courbe de consolidation. Okay, voici cette courbe de consolidation. Vous avez en premier lieu la compression initiale ou instantanée lors de l'application de la charge qui est ici. Okay. Le tassement instantané qui est un tassement vertical.
ici, directement lors de l'application de la charge. Ensuite, vous avez la consolidation primaire qui correspond à la dissipation de la pression interstitielle. Donc, à la consolidation primaire qui arrive jusqu'ici. Et voici le T100. En dernier lieu, nous avons la compression secondaire qui se poursuit dans le temps après la dissipation de la suppression interstitielle. Et le T100, comment déterminer le T100? Il suffit de tracer une tangente à cette courbe ici et une autre tangente ici, et l'intersection des deux tangentes va nous donner le T100, et c'est ce T100 qu'on vient de calculer. Et à travers le T100, vous avez la contrainte effective qui est égale à la contrainte totale. Il y a dissipation de la pression interstitielle, et cette pression interstitielle est nulle. Donc voici le T100. Quand vous avez la courbe de consolidation, c'est important de déterminer le T100. Le T100, c'est un paramètre important, c'est-à-dire qu'avec les normes qu'on va appliquer, vous avez le T100, et c'est ce T100 qui va vous permettre de déterminer la vitesse de cisaillement, par exemple, lorsqu'on va déterminer la résistance au cisaillement de sol. La vitesse de cisaillement pour pouvoir réaliser l'essai, il y a une formule qui relie cette vitesse de cisaillement au T100. Vous avez le tassement final, le tassement qui correspond au tassement initial S0 ici, et vous avez S100. Et vous avez plusieurs auteurs qui décrivent des formules qui sont liées au T100, que ce soit, par exemple, il y a l'expression de Taylor qui va nous permettre de déterminer à partir du T100 des paramètres de tassement. Il y a Casagran également qui a réalisé des formules concernant ce T100 pour pouvoir déterminer tassement, vitesse, etc. Maintenant, compressibilité des sols fins. Par convention, l'essai eudométrique qu'on réalise sur les sols, on doit changer de contrainte chaque 24 heures pour cet essai. C'est ce qu'on appelle des paliers. Pour pouvoir réaliser un essai eudométrique, vous pouvez réaliser une dizaine de paliers, et chaque 24 heures, on doit changer les paliers. C'est-à-dire que à chaque 24 heures, on va supposer on a terminé l'essai en fonction du temps appliqué. La courbe de consolidation est réalisée. Vous pouvez avoir le T100, l'eau est dissipée, il n'y a plus de pression interstitielle à travers cet essai pour la charge appliquée, et vous pouvez également réaliser ce qu'on appelle le T100 pour la consolidation. Et à chaque contrainte appliquée, vous pouvez réaliser, lorsqu'on compile ces différentes contraintes, ce qu'on appelle l'évolution de la contrainte appliquée en fonction de l'indice des vides pour pouvoir aboutir à la courbe eudométrique ici pour le sol fin. Vous avez ici A, B, B, C, C, D. Ensuite, il y a un déchargement D, E, F. Ensuite, un rechargement F, G, H pour pouvoir réaliser cette courbe eudométrique des sols fins. Si on regarde sur cette courbe eudométrique, on peut distinguer les différentes parties. Par exemple, vous avez AB, c'est la partie plus ou moins horizontale où la pente est faible. OK, AB. Ensuite, vous avez BC, la pente est forte à ce moment-là. Vous avez un déchargement DEF qui est appliqué. Vous avez un rechargement ici FGH. Ensuite, pour continuer avec la courbe jusqu'à la fin de l'essai. Et le point important qu'on peut déterminer à partir d'un essai eudométrique, c'est ce qu'on appelle la pression de préconsolidation, c'est-à-dire que la pression que ce sol a subi dans le passé par rapport à son histoire. Voici ce sigma prime qu'on peut directement calculer à partir des deux tangentes rapidement obtenues à travers cette pente ici, cette courbe, une tangente ici pour déterminer sigma prime P. Mais il y a des moyens plus spécifiques pour pouvoir déterminer cette pression de préconsolidation. Comment on peut modéliser le tassement dans un sol? Nous avons vu que toujours une contrainte peut être appliquée sur le sol. Cette contrainte peut être un bâtiment, OK, ou bien n'importe quel type de charge appliquée sur le sol. Et cette charge va créer des tassements dépendant du type de sol. Comment on peut arriver à modéliser ce tassement?
Si on lit cette note, dans de très nombreux problèmes, la surface du massif de sol est horizontale et les charges appliquées sont verticales. C'est ce qu'on a vu ici. Le sol est le plus souvent horizontal et les charges appliquées qu'on va appliquer sur le sol est verticale. Ces charges-là sont verticales qui vont être appliquées sur ce sol. Dans ce cas, les déformations verticales du sol sont en général prépondérantes. Donc, si ces charges appliquées verticalement, donc les déformations vont être prépondérantes de manière verticale appliquée. Okay? Parce que la charge est appliquée, donc là, vous aurez des tassements ou bien une déformation verticale. Si de plus la charge appliquée à la surface du sol est à peu près uniforme, et si les dimensions de la charge sont grandes par rapport à l'épaisseur de la couche compressible, rapport largeur-épaisseur supérieure à 2 ou 3, on peut admettre que les déformations du sol de la zone chargée sont uniquement verticales. Et comme dans le cas de massif semi-infini soumis à une pression uniforme en surface. C'est ce qu'on va voir par la suite, c'est-à-dire que quand la longueur est assez grande par rapport à la hauteur, donc à ce moment-là, on peut supposer que les déformations latérales sont négligeables et c'est pour cela que dans les essais aérométriques, on va utiliser seulement la déformation verticale et on va empêcher cette déformation horizontale à travers un moule oedométrique qu'on va utiliser pour pouvoir réaliser ce dessin. C'est pour cela que quand vous regardez les essais oedométriques également, les diamètres des moules sont très grands par rapport à la hauteur de l'échantillon. Donc là, nous venons de voir la hauteur de l'échantillon par rapport au diamètre de l'échantillon qui est très grande, au diamètre qui est très grand de l'échantillon, qui va nous permettre de simuler cette déformation au laboratoire à travers un cylindre rigide pour pouvoir réaliser ce dessin géométrique. Et ici, l'autre modélisation de taxon, c'est regarder la couche compressible à une certaine hauteur par rapport à la soit une couche compressible d'épaisseur H, voici la couche compressible d'épaisseur H, ici, est située à une profondeur moyenne D, voici la profondeur moyenne D, sous la surface du sol. À ce moment-là, si cette couche est soumise à une charge, cette couche va tasser dans la mesure d'une apparition des contraintes entre grains ou contraintes effectives. C'est pour cela quand on veut déterminer dans une couche, on regarde ce tassement à la moitié de la couche. Okay? Et puis on regarde toute cette hauteur qui est appliquée sur cette couche qu'on veut déterminer et son tassement. Le calcul du tassement utilise la loi de Terzaghi en faisant une similitude entre le tassement du sol en place et le comportement de l'échantillon dans le moule oedométrique. Donc, vous allez voir l'essai oedométrique qui est un essai très important qu'on applique pour pouvoir déterminer le tassement du sol. Hypothèse qui n'est valable que pour autant que la contrainte initiale et la variation de contrainte soit suffisamment constante sur toute la hauteur de la couche. Donc, à ce moment-là, si ce n'est pas constant, on doit considérer plusieurs couches et déterminer plusieurs tassements et dans le cas du sol. OK? C'est-à-dire que la couche doit être homogène pour pouvoir appliquer un tassement par rapport à cette couche-là. Si c'est une couche hétérogène, vous devez faire une subdivision des couches et à ce moment-là, déterminer le tassement pour chaque couche. La contrainte initiale à considérer est la contrainte effective. Donc, la contrainte effective est très importante parce que nous avons vu la dernière fois que les contraintes effectives ou bien les paramètres effectifs, ce sont des paramètres qui concernent les grains des sols. Ce sont ces paramètres-là qui vont prendre les charges et non pas les paramètres totaux. Donc, c'est pour cela qu'il faut considérer les contraintes effectives pour pouvoir faire ces calculs. Et également, pour pouvoir déterminer ce tassement, il faut considérer cette contrainte effective existant à mi-hauteur de la couche. C'est-à-dire que vous allez déterminer cette contrainte effective à mi-hauteur, à la moitié de la couche. À partir de cette mi-hauteur, vous pouvez faire les calculs. Et ensuite, considérer le poids volumique de ce sol. En résumé,
pour la modélisation du tassement. Vous avez la position moyenne d'une couche à considérer, la position. Il y a la contrainte qui doit être uniforme, non variable. Et ensuite, les déformations latérales doivent être négligées, comme dans le cas de l'essai eudométrique qu'on va appliquer au laboratoire, les déformations latérales vont être empêchées. En termes de simulation pour l'essai eudométrique, vous avez une contrainte uniforme qu'on va appliquer. Voici la contrainte uniforme qui va être appliquée en tête de l'échantillon. Vous avez les pierres poreuses, etc. pour faciliter le drainage. Il n'y a pas de déformation parce que les déformations latérales vont être empêchées parce que c'est un moule et dans le moule, l'échantillon va être à l'intérieur de ce moule et les déformations latérales vont être empêchées et le drainage va se faire verticalement de la mesure où on va placer des pierres poreuses en tête de l'échantillon et en dessous de l'échantillon. Et après, on va ajouter de l'eau aux alentours pour pouvoir mettre l'échantillon dans des cas extrêmement et au niveau de la saturation. L'essai eudométrique reproduit les conditions de déformation des sols dans le cas de massifs à surface horizontale chargés par une pression uniforme où le sol ne peut se déplacer que verticalement. C'est-à-dire que de manière latérale, on va supposer que c'est un massif infini à surface horizontale et c'est pour cela qu'on peut arriver à négliger les déformations latérales de ce massif. Le principe de l'eudomètre a été inventé au début du XXe siècle et cet appareil fait partie de l'équipement de tous les laboratoires de mécanique des sols. C'est essentiel d'avoir des appareils eudométriques au niveau de votre laboratoire parce que quand on va faire un bâtiment, c'est essentiel de savoir, de simuler les charges de ce bâtiment sur le sol. Et ça se fait uniquement à travers un laboratoire. Parce qu'à travers ce laboratoire, on peut prendre un échantillon de sol et sous-sol et on va ajouter des poids sur cet échantillon pour voir à la longue qu'est-ce que va se faire au niveau et in situ du bâtiment sur ce sol. L'eudomètre utilisé pour réaliser les essais de compressibilité à déformation horizontale nulle comporte deux parties. Il faut dire en résumé que dans un eudomètre, on va regarder uniquement les déformations verticales. Il faut mettre ça en tête parce que les déformations horizontales sont empêchées. Les déformations horizontales sont nulles. Donc, ce n'est pas comme un essai triaxial. Dans un essai triaxial, les déformations latérales, et on va avoir des déformations latérales parce que l'échantillon on va mettre l'échantillon dans une membrane en plastique. Alors que pour l'essai eudométrique, on va mettre l'échantillon dans un moule où les déformations horizontales vont être empêchées parce que l'échantillon ne peut pas se déformer comme il veut. Cet appareil est constitué d'une cellule contenant les bouvettes du sol et puis un système de mise en charge. Et au niveau des laboratoires de nos jours, il existe des eudomètres classiques et des eudomètres automatisés. Pour le laboratoire national, depuis quelque temps, nous sommes passés à l'eudomètre automatisé. Voici l'appareil eudomètre, une description de l'appareillage. Vous avez l'échantillon ici à l'intérieur. Voici l'échantillon. En haut et en bas, vous avez les pierres poreuses pour faciliter le drainage. Vous avez le système pour pouvoir appliquer les charges, les contraintes en tête de l'échantillon et les charges verticales. Vous avez des comparateurs pour pouvoir déterminer les déformations. Vous avez le cylindre, le piston, le socle, le tube d'évacuation d'eau, etc. À travers ce même appareil eudométrique, on peut réaliser l'essai de perméabilité également à l'eudomètre. C'est un essai très courant qu'on utilise au laboratoire pour pouvoir déterminer la perméabilité dans le cas de sol. Les essais eudométriques, voici des exemples d'essais eudométriques manuels. Okay, voici le banc eudométrique ici. Vous avez le boîte levier et là, ce sont des appareils classiques où à chaque fois, on doit sur ce plateau mettre des poids pour pouvoir appliquer les contraintes sur l'échantillon. Vous avez la cellule ici pour placer l'échantillon
et vous avez le boîte d'évier et là, c'est le plateau pour mettre la charge. Voici la cellule eudométrique, le comparateur pour pouvoir déterminer la déformation appliquée, etc. Et ici, vous avez à l'intérieur, voici le moule eudométrique où le diamètre est très grand par rapport à la hauteur, pour pouvoir simuler la surface horizontale semi-infinie. Vous avez les papiers filtres pour faciliter le drainage. Vous avez ici les pierres poreuses en tête et en bas de l'échantillon. Et tout ceci, ce sont des matériels, des accessoires pour pouvoir bien réaliser l'essai eudométrique classique au laboratoire. Là, ce sont des appareils qu'on peut retrouver au niveau du laboratoire de l'Université catholique de Louvain. Ce sont des appareils que j'ai utilisés lors de mes études là-bas pour pouvoir réaliser des essais eudométriques sur mes échantillons. Donc, l'essentiel dans ce essai, c'est d'arriver à créer des paliers. À chaque palier, on va atteindre la stabilisation de l'essai. Ensuite, on change de palier. Pour ce essai, il faut avoir un bras humain pour vérifier chaque matin s'il y a stabilisation pour pouvoir changer de palier. Ce qui est différent dans l'essai eudométrique automatisé, il suffit de programmer ça sur l'ordinateur et on met des conditions aux limites pour pouvoir changer de palier. Dès que ces conditions aux limites sont atteintes, bien l'appareil change de palier automatiquement sans avoir à venir vérifier chaque matin pour pouvoir se stabiliser ou pas. Voici la constitution de l'odomètre qu'on vient de voir tout à l'heure. Voici la cellule eudométrique de près. Des appareils automatisés parce que des appareils eudométriques automatisés. Et voici le PC approprié pour l'essai. Et ici, ce sont les tubes qu'on utilise pour la perméabilité à l'eudomètre. Pour l'essai automatisé, il suffit de programmer tous les paliers sur l'ordinateur et l'essai se fait automatiquement jusqu'à la fin. Et même les courbes sont tracées automatiquement également. Il suffit de demander de vérifier pour les courbes et on sort les courbes et après 4 ou 5 jours de réalisation pour l'essai. C'est très intéressant au laboratoire lorsqu'on voit la performance de ces matériels automatisés, complètement automatisés au laboratoire. Pour voir le temps qu'on peut gagner en réalisant un essai avec l'eudomètre classique et un essai avec l'eudomètre automatisé. Donc, pour les procédures eudométriques, l'essentiel, c'est de faire une mise en charge par palier, que ce soit pour l'appareil automatisé ou bien pour l'appareil classique. On doit faire une mise en charge automatisée. Au départ, on doit connaître les différentes charges qu'on va appliquer à l'échantillon. On doit connaître également la contrainte effective initiale sur le terrain. C'est pour cela que dans le cours précédent, nous avons déterminé la notion de contrainte effective. Si on n'arrive pas à déterminer correctement la contrainte effective, là où on fait le prélèvement de l'échantillon, déjà on va fausser l'essai parce que cette contrainte effective initiale n'est pas appropriée pour l'essai. Parce que les paliers qu'on va déterminer, ce sont des paliers qu'on va déterminer à partir de la contrainte effective initiale de prélèvement sur les terrains. On doit réaliser une croissance géométrique des charges, on doit maintenir les charges constantes et ensuite vérifier la stabilisation de chaque palier. Donc, voici des exemples d'essais réalisés sur des échantillons, sur quelques échantillons en Haïti que j'ai réalisés à l'Université catholique de Louvain. Donc, à ce moment-là, ce sont des fichiers Excel que j'ai utilisés pour pouvoir interpréter ces essais et déterminer les courbes de consolidation, voir l'évolution de la hauteur de l'échantillon en fonction du temps. Ce sont des courbes pour pouvoir déterminer la consolidation. Et à chaque palier, on détermine la consolidation de ce sol, voir l'évolution de la hauteur en fonction du temps. Mais il faut dire dans l'essai eudométrique automatisé, ça se fait automatiquement à partir des logiciels appropriés ou bien associés à l'essai ou bien à l'appareil. Donc, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'aller sur un fichier Excel pour entrer des données et pour pouvoir aboutir à ce graphe. Procédure de l'essai, l'application d'une contrainte verticale uniforme sur l'échantillon.
de mesure du tassement correspondant au cours du temps. Donc, c'est ce qu'on vient de voir. Et pour chaque essai, on doit déterminer la courbe de consolidation, voir la consolidation secondaire et le tassement instantané et regarder le dessin à chaque fois. Autant T0, pression interstitielle qui est égale à la contrainte totale, contrainte effective à nul, contrainte totale, tassement 0. À la fin de l'essai, la pression interstitielle est nulle, tout est dissipé. On est au niveau T100 là, il y a sigma prime qui est égal à sigma, la contrainte effective, contrainte totale, et vous avez le tassement pour la charge appliquée. Donc, pour chaque charge appliquée, vous allez recevoir cette courbe et analyser cette courbe pour pouvoir regarder l'évolution de chaque palier sur l'échantillon de sol. Maintenant, à chaque charge appliquée, vous allez avoir la courbe de consolidation. Et cette courbe de consolidation, comme je l'ai dit, correspond à un point sur la courbe eudométrique. C'est-à-dire que pour le point ici, vous allez avoir une courbe de consolidation, pour ce point, une courbe de consolidation, pour ce point, une courbe de consolidation, pour ce point, une courbe de consolidation, ainsi de suite. Pour chaque point sur la courbe eudométrique, vous allez avoir une courbe de consolidation de ce sol. Et à la fin, vous avez la courbe eudométrique qui va nous permettre de voir l'évolution de l'indice de vide en fonction de la contrainte effective ou bien du tassement en fonction de la contrainte effective. Maintenant, les résultats eudométriques, donc c'est un essai couramment appelé essai eudométrique qui traduit dans la pratique l'idée qui vient à l'esprit quand on veut mesurer la compressibilité d'un matériau. Et à ce moment-là, on va appliquer une charge. Une fois appliquée la charge, on va mesurer la déformation jusqu'à ce qu'elle se stabilise. Puis, on applique une charge plus forte et l'on recommence en des observations. Donc, c'est-à-dire que quand on applique une charge ici, une fois qu'il y a stabilisation, on va doubler la charge jusqu'à arriver à une charge limite qu'on a pris dans le programme de palier que vous avez créé. L'interprétation de l'essai consiste à tracer la courbe donnant la variation de l'indice de vide de l'éprouvette en fonction de la contrainte appliquée. Okay? C'est la courbe ici qu'on appelle la courbe eudométrique ou bien courbe de compressibilité eudométrique. Voici des exemples de graphes pour cette courbe eudométrique. Vous avez ici un point. Pour chaque point, vous avez une courbe de consolidation, ainsi de suite. C'est-à-dire, en termes de programme d'ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 paliers de chargement. Et ensuite, vous avez les paliers de déchargement ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, à peu près 9 paliers de déchargement. Donc, c'est à peu près 19 paliers qu'on va réaliser pour cet essai. Donc, dans l'ancien programme, dans les essais classiques, à ce moment-là, cet essai peut être réalisé à peu près dans 19 à 20 jours. Voici des exemples de courbes eudométriques qu'on peut voir dans la littérature et je vais passer rapidement sur ces courbes pour aboutir à ce qu'on appelle la pré-consolidation et la compression vierge. Donc, ainsi, nous considérons cette figure ici. Cette figure donne le diagramme des résultats d'un essai eudométrique au cours duquel un échantillon aurait subi des charges et des décharges successives. Vous avez des chargements ici, décharge, chargement, décharge, chargement, décharge. Vous avez charge, 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 3 chargements et puis déchargement, 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 3 déchargements. Donc, ce sont des charges et déchargements successifs qu'on peut voir à travers cette courbe eudométrique. Donc, on peut avoir pour la courbe AB, c'est la courbe de chargement, puis déchargement de BC. On va recharger à nouveau CD, ok? Ensuite, jusqu'à E, pour refaire un déchargement EF, et ensuite faire un rechargement FGH, puis un déchargement à nouveau ici. Donc, ce qu'on peut remarquer ici, comme dit dans la littérature, si après avoir chargé AB, puis déchargé BC, l'échantillon, on le recharge à nouveau. La courbe de chargement CD se trouve d'abord un peu au-dessus de la courbe de chargement BC. Vous avez BC ici comme déchargement.
si on va recharger à nouveau, la courbe de chargement va se trouver au-dessus de BC. Okay? Mais quand on va arriver au point le plus haut historiquement de chargement, on va voir que cette courbe va passer en dessous de ce point B ici. Ensuite, pour retrouver l'allure de AB que ce point avait au départ, juste pour arriver en E. À partir de ce moment, la courbe de mise en charge tend à suivre la direction des E, de la prolongement de AB qu'on avait là, qui caractérise le comportement du sol sous des contraintes nouvelles. Cette droite qu'on regarde ici, c'est ce qu'on appelle la droite des compressions vierges. On peut tracer une droite qui correspond à cette allure. Donc, c'est ce qu'on va voir sur également de plus près. Donc, vous avez ici une droite qu'on peut mettre une règle pour pouvoir tracer cette droite qu'on appelle la droite de compression vierge. Donc, si on regarde également ce même graphe, on peut dire que lors de la mise en charge, le sol réagit différemment selon que les contraintes qui lui sont appliquées lui avaient ou non déjà été imposées par le passé. À cette préconsolidation, ça correspond historiquement à la plus grande valeur que l'échantillon a subie dans le passé. On appelle préconsolidation un sol qui a été, dans son passé géologique et historique, consolidé sous une contrainte effective sigma prime supérieure à la contrainte effective sigma 0 qu'il connaît actuellement. Et cette contrainte de consolidation sigma prime V, donc on peut le calculer à partir de la courbe eudométrique, et le rapport de contrainte de préconsolidation sur contrainte initiale, c'est ce qu'on appelle le degré de surconsolidation. Donc voici la droite de compression vierge qu'on peut tracer à partir d'une courbe eudométrique. Voici un exemple, le graphe qu'on a vu tout à l'heure, comment on peut facilement tracer à partir de ce graphe la droite de compression vierge. On peut avoir le point P qu'on appelle la pression de préconsolidation qu'on a vu. Vous avez ici le point P qui correspond à la pression de préconsolidation. Vous avez ici la pente de la partie initiale de la courbe, ce qu'on appelle l'indice de gonflement CCS. À ce niveau-là, la pente de la partie finale de la courbe, c'est ce qu'on appelle l'indice de compression. Il y a l'indice de gonflement qui correspond à l'indice de recompression qui caractérise le comportement des sols gonflants. Et ces différents points sont importants pour pouvoir déterminer la courbe eudométrique. Sur cette courbe eudométrique, ces différents points, il y a la pression de préconsolidation, c'est l'indice de compression qui correspond à la fin de la courbe. Ensuite, vous avez l'indice de recompression, l'indice de gonflement qui correspond au déchargement. Vous avez l'indice des vides initial qui est important et la contrainte effective verticale initiale qui est important également, qu'on peut déterminer directement sur le terrain lorsqu'on fait le prélèvement de l'échantillon in situ. Donc, en gros, sur un essai eudométrique, vous pouvez déterminer 5 paramètres essentiels qui est E0, l'indice des vides initial, sigma prime V0, la contrainte effective initiale, le CS, le sigma prime P, le CC. Le CS, c'est l'indice de gonflement, le sigma prime P, pression de préconsolidation, et le CC est l'indice de recompression. Donc, une fois tracé votre courbe eudométrique, c'est essentiel de pouvoir aboutir à ces différents paramètres pour qu'on puisse déterminer d'autres paramètres essentiels lors d'un essai eudométrique. Donc, pour les caractéristiques de compressibilité, vous avez la pression de préconsolidation qu'on vient de voir. Dépendant du placement de cette pression de préconsolidation, on peut dire que ce sol, si le sol est surconsolidé, normalement consolidé ou sous-consolidé. Vous avez schématiquement la courbe de compressibilité ici, le ABC, de manière rapide. Vous avez la pression de préconsolidation sigma prime P. Entre A et B, vous avez les faibles tassements. Parce que là, vous voyez qu'il n'y a pas de déformation et rapide. Ensuite, quand on va augmenter les charges, il y a la contrainte auquel le sol a déjà été soumis. Ensuite, entre AB, à un moment ou à un autre de son histoire géologique, le sol a été soumis à une pression. Quand vous voyez que le tassement n'est pas important,
C'est-à-dire que les contraintes qu'on va appliquer sur le sol lors des essais, ce sont des contraintes que le sol a déjà connues dans le passé. C'est pour cela qu'il n'y a pas vraiment de classement important ou bien de déformation importante au niveau de ces changements. Quand on va augmenter les changements, c'est-à-dire qu'on va dépasser la pression de préconsolidation, à ce moment-là, on va avoir une augmentation rapide ou bien une déformation importante de ce sol-là parce que ce sont de nouvelles contraintes qui vont être appliquées sur le sol. En BC, forte compressibilité, le sol ne peut pas supporter plus que la pression de préconsolidation sans se déformer de façon importante. Le sol est soumis à des contraintes supérieures à toutes celles qu'il a été connues. Et ensuite, la courbe vierge de compressibilité. Donc, l'autre moyen, il y a un moyen de déterminer la préconsolidation d'un sol également, la méthode de Casagrande. Casagrande nous a montré qu'on peut déterminer la préconsolidation d'un sol schématiquement à travers un essai oedométrique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour appliquer cette méthode de Casagrande de 1936? Premièrement, nous pouvons déterminer le point D qui correspond à la courbe qui présente un rayon minimum, le rayon de courbure minimum de la courbe oedométrique. On peut tracer le point D. Maintenant, une fois connaître le point D, on peut tracer une droite horizontale ici, à partir du point D. Ensuite, on peut tracer une tangente par rapport à cette ici, qui va nous donner des secondes. La horizontale va nous donner des primes. Et il suffit de tracer une bisectrice par rapport à cet angle D' D secondes qui va nous donner cette bisectrice D tierces. Et ensuite, une fois qu'on est à cette bisectrice ici, il suffit de tracer une tangente qui suit la fin de la courbe droite ici, de la courbe, pour aboutir au point de contact entre la bisectrice et cette droite-là. C'est à partir de ce point qu'on peut dire qu'on est à la pression de préconsolidation qui va nous permettre de déterminer cette préconsolidation de l'échantillon à partir de la courbe oedométrique. Ça, c'est la méthode de Casagrande. Voici cette méthode de Casagrande qu'on peut tracer facilement pour pouvoir aboutir à la préconsolidation. La loi de Terzaghi, cette loi de Terzaghi qui va nous permettre de déterminer la constante de compressibilité. Cette constante de compressibilité, c'est C, qui est égale à H sur delta H ln de P2 sur P1, ou bien delta H sur H égale à 1 sur C ln de P2 sur P1. Donc, voici les paramètres ici définis. Delta H, c'est la diminution de hauteur de l'échantillon. H est la hauteur initiale de l'échantillon. P1 est la contrainte avant l'application de l'écrément de charge. P2, la contrainte après l'application de la nouvelle charge. Et C est la constante expérimentale appelée constante de compressibilité. Et voici un exemple de calcul à partir d'un essai oedométrique réalisé au laboratoire où on peut appliquer cette formule pour pouvoir déterminer la constante de compressibilité. Et C est égal à 130. Terzaghi a trouvé une équation pour pouvoir déterminer la constante de gonflement. Et cette constante de gonflement, c'est A. Vous avez delta H sur A égale à moins 1 sur A ln de P0 sur P0 moins 100 delta P. Delta H est la variation de hauteur de l'échantillon. H est la hauteur initiale de l'échantillon. P0 est la contrainte initiale. Delta P0 est l'incrémentation de charge élevée à l'échantillon. Et A est la constante sans dimension appelée constante de gonflement. Et là également sur cette courbe oedométrique, voici l'essai réalisé avec différents points 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, les déchargements ici, 1, 2, 3, 4. À partir de cette courbe, voici la courbe de compression, voici la courbe de déchargement. On peut utiliser pour la constante C et la courbe de chargement pour la constante A et la courbe de déchargement. Et voici les deux formules utilisées ici pour pouvoir déterminer ces deux constantes, C qui est égale à 53 et A qui est égale à 387. À partir de ce graphe ici d'un essai expérimental. Il existe des ordres de grandeur pour les constantes de compressibilité pour chaque type de sol. Vous avez par exemple pour le sable
Le C compris entre 50 et 300, pour le limon entre 20 et 60, pour l'argile entre 10 et 30, pour la tourbe entre 3 et 10. À partir des expérimentations de manière empirique, qu'on peut arriver à établir des gammes de valeurs pour les constants de compressibilité pour les différentes natures de sol. Mais et dans la littérature, le plus souvent, on regarde des courbes odométriques par rapport à l'indice des vides pour réaliser ce transfert entre delta H et delta E. Voici les équations qu'on peut adopter pour réaliser cet aspect. Donc, vous avez delta V sur V qui n'est autre que delta H sur H, dans la mesure où la surface est constante. À ce moment-là, vous avez H de couverte et volume V, volume de couverte. Vous savez également, et si l'on suppose négligeable la déformation des particules du squelette solide, et parce que les déformations des grains sont négligeables, parce que c'est seulement les variations de volume dans les vides qu'on peut voir. On peut écrire que le volume de ces particules reste constant pendant l'essai, ce qui se traduit par H sur 1 plus E égale à constante. À ce moment-là, on va avoir delta H sur H0 qui est autre que delta E sur 1 plus E0. Donc, si vous lisez cette théorie, vous allez aboutir que à E ici, qui est égal à E0 moins delta E, parce que ça, c'est le E final et E initial, et le delta E qu'on utilise, et ce qui va nous permettre d'aboutir, si on remplace la delta E par sa valeur, pour pouvoir aboutir à cette équation ici. De même que le delta H qu'on a ici, si on fait transférer le H0 ici, on va avoir H0 delta E sur 1 plus E0. Vous pouvez lire attentivement cette théorie pour pouvoir aboutir à ces formules. De même qu'on peut utiliser le diagramme de phase. On avait déjà vu ça dans le diagramme de phase, comment on peut arriver à passer de la hauteur à l'indice des vides. Donc, si vous avez delta H sur H et delta E sur 1 plus E, vous savez que delta H sur H, c'est égal à delta volume total sur volume total, parce que la surface, comme on a dit tout à l'heure, est constante partout. Vous avez delta V, le V total, volume total, c'est volume des vides plus volume des grains. Si par après, on divise ça par volume et dans les grains, vous avez VS ici, VS partout. À ce moment-là, ça va nous donner le delta E. VS sur VS, ça donne 1. Et puis VV sur VS, ça va nous donner l'indice des vides. Donc, à partir du diagramme de phase qu'on a vu dès le début du cours, on peut aboutir à cette relation qu'on a ici, delta H sur H égale à delta E sur E. Donc, on peut regarder les diagrammes de phase également. Vous avez 1 plus E, 1 plus E, on a les vides ici, là, ce sont les solides. Et là, vous avez la H couche compressible et puis delta H, c'est la variation. Il existe des relations entre C et CC. À partir de delta H sur H est égal à delta E sur 1 plus E. Vous pouvez remplacer cette équation par des formules que vous connaissez déjà. Le 1 sur C, la constante de compressibilité qu'on vient de calculer tout à l'heure. Et ici, la constante de CC. Et nous allons aboutir à ces deux équations, 1 sur C, ln de P sur 2, CC sur 1 plus E0 log P2 sur P1. Donc, une relation avec ln et une relation avec log, ce qui va nous permettre d'aboutir avec 2.3 sur C qui est égal à CC sur 1 plus E0. Donc, on peut regarder CC en fonction de C. Si vous avez un problème, on vous donne C, on demande CC, vous pouvez utiliser cette formule. Et de même que si vous avez CC, on peut utiliser cette formule pour trouver C. Vous avez des indices de compression également, le CC, qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc, l'indice de gonflement et l'indice de compression, CC. CC qui est égal à delta E sur delta log sigma prime. À partir des valeurs de CC, on peut avoir des natures de sol, par exemple le sable, les carolinites, les montmorillonites, surtout dans les argiles. Ensuite, pour le CC également, en termes de pour les sables, si c'est incompressible, peu compressible, en fonction des valeurs de CC que vous avez.
Si c'est moyennement compressible, en termes de carolinite, lilite, morionite, vous pouvez voir des formules ou bien des gammes de valeurs de CC qu'on peut appliquer pour aboutir à des données retrouvées dans la littérature. Il existe une relation empirique également à partir des limites d'Adelberg pour pouvoir déterminer l'indice de compréhension, CC, qui n'est autre que 0,009 multiplié par limite de liquidité moins 10. Donc ça, c'est une relation empirique qu'on peut utiliser pour pouvoir déterminer le CC au laboratoire. La courbe de compressibilité, donc voici la courbe de compressibilité. Donc on a déjà vu la courbe, les différents points qu'on peut mettre sur cette courbe pour pouvoir aboutir à la courbe de compressibilité. Nous avons vu la relation delta H sur H0, delta E sur 1 plus E0 et comment aboutir à cette relation en passant de delta H sur H0 jusqu'à aboutir à delta E sur 1 plus E0. Il existe également des indices de gonflement ou de recompression, de CC. Il suffit d'appliquer le delta H sur H à moins CS sur 1 plus E0 log de P0 sur P0 moins delta P. Donc, on va aboutir à l'indice de gonflement ou de recompression de CCS. Dans la littérature également, on peut avoir des valeurs de rapport entre le HC, le HEC sur les argiles et le SAB également. Des rapports indice de gonflement, indice de compression égal à 10 sable, et puis des rapports indice de gonflement, indice de compression égal à 3 sur l'indice de gonflement de CS. On vient de voir tout à l'heure. Le module géométrique n'est autre que delta, la contrainte effective delta sigma prime égale à E numérique sur delta H sur H. Et on peut déterminer à travers cette formule E géométrique qui n'est autre que delta sigma prime sur le delta H sur H. Il suffit de remplacer les différentes expressions par leurs valeurs pour qu'on puisse aboutir à cette expression qu'on peut voir ici en fonction de CC. Il faut dire que le module hédométrique n'est pas constant, c'est-à-dire que pour chaque palier successif qu'on utilise pour pouvoir déterminer ce module hédométrique, on va retrouver une valeur de ce module hédométrique. C'est pour cela que dans un essai hédométrique, il faut bien déterminer les paliers où on va utiliser pour pouvoir déterminer ce module hédométrique. C'est un module qui est non constant, qui dépend de l'état de contrainte initiale considéré sigma prime et de l'intervalle de contrainte delta sigma. Donc, ce module hédométrique, on peut le déterminer par les différences de contrainte sur les différences de déformation. Et à ce moment-là, vous avez E hédométrique qui n'est autre que delta P sur delta H et sur H en termes de déformation. Et on peut remplacer delta H sur H à passer sur delta LNP. Et si delta P est petit, on peut écrire que delta LNP sur delta P n'est autre que 1 sur P. Et à ce moment-là, ce module hédométrique n'est autre que C multiplié par P. Donc, le module hédométrique, E hédométrique est égal à C par P. Donc, voici un exemple de courbe hédométrique réelle d'une argile avec les différentes valeurs qu'on peut déterminer, que ce soit le C ou bien le A. Voici, il y a la compressibilité du sol selon son état de consolidation. OK, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Et si on a un échantillon de sol prélevé ici, comment on peut arriver à déterminer cette contrainte effective? Parce que c'est important. Là où on fait le prélèvement d'échantillon, c'est important de savoir la valeur de la contrainte effective. Et cette valeur de contrainte effective, c'est cette valeur qu'on va utiliser pour pouvoir déterminer exactement si le sol est normalement consolidé, surconsolidé, sous-consolidé. On va utiliser cette contrainte également pour pouvoir déterminer la courbe de consolidation, etc. Donc, rapidement, on peut voir les prélèvements d'un échantillon de sol à une profondeur donnée. C'est ce qu'on appelle la contrainte effective à laquelle était soumis le sol. Donc, cette sigma prime V0, c'est important pour pouvoir déterminer la contrainte effective initiale lors du prélèvement. Comme je l'ai toujours dit, si on fait un prélèvement à 10 mètres, c'est différent si on fait un prélèvement à 20 mètres. Et c'est à ce moment-là, c'est cette contrainte effective qu'on doit déterminer en fonction de la profondeur considérée. Ensuite, il y a l'essai hédométrique qui va nous permettre de déterminer la pression de consolidation.
Et si on regarde si cette pression de consolidation est sensiblement égale à la contrainte effective initiale sur le terrain, à ce moment-là, on dit que le sol est normalement consolidé. Voici un exemple de graphe qu'on peut obtenir. Donc, à ce moment-là, l'application d'une surcharge au sol, n'importe quelle surcharge qu'on va appliquer à ce sol va créer un tassement suivant la courbe Gauge. Et car dans le passé, ce sol a tassé uniquement sous son poids propre. Maintenant, si cette contrainte de prélèvement sur le terrain est inférieure à la contrainte de prélèvement, à ce moment-là, on dit que le sol est surconsolidé. Voici sigma prime V0 et sigma prime P qui est inférieur à sigma prime P. Sigma prime V0 est inférieur à sigma prime P. Donc, le sol est surconsolidé. Donc, on peut dire à un moment antérieur de son histoire, ce sol a été soumis à une contrainte supérieure au poids des terres actuelles. L'autre cas, c'est le sol sous-consolidé. À ce moment-là, c'est sigma prime P qui est inférieur à sigma prime V0. Donc, on peut dire la consolidation primaire n'est pas terminée et le sol n'a pas encore été soumis à une contrainte aussi élevée que sigma prime V0. Donc, on peut retrouver ce cas dans le cas des remblais, rissants ou bien mal compactés. Donc, en termes de bilan, vous avez ici bilan intérêt de la classification. En termes de fondation sur sol surconsolidé, si on fait une fondation sur les sols surconsolidés, vous allez obtenir de faibles tassements, voire négligeables pour ce type de sol. Parce que n'importe quel chargement que vous allez appliquer, vous allez être inférieur à sigma prime P. Si on réalise une fondation sur sol normalement consolidé, à ce moment-là, toute surcharge entraîne un tassement, dépendant de CC, dépendant du type de sol. Si le sol est sous-consolidé, en revanche, c'est-à-dire que c'est un sol où on ne peut pas construire sans traitement, donc c'est-à-dire qu'on doit réaliser des traitements sur ce sol-là avant d'appliquer n'importe quelle surcharge sur ce sol. Voici les 3 cas à considérer dépendant du type de consolidation. Si le sol est normalement consolidé, sous-consolidé, sur-consolidé, il y a des types de construction qu'on doit faire sur ce type de sol. Et si le sol est sous-consolidé, il y a un certain traitement à réaliser sur ces sols également. En termes de préconsolidation et surconsolidation, vous avez un sol surconsolidé si dans son passé géologique, il a été consolidé sous une contrainte effective supérieure à celle actuelle sigma prime 0. Donc, si sigma prime C est supérieur à sigma prime 0, donc le sol est surconsolidé, c'est ce qu'on vient de dire. Sigma prime C est la pression de préconsolidation. Il y a ce qu'on appelle le degré de surconsolidation également, sigma prime C sur sigma prime 0. Il y a le phénomène de préconsolidation qui est une des raisons du début curviligne de la courbe à la partie droite exprimée par Terzaghi lorsqu'on réalise la courbe eudométrique. Vous avez le rapport de surconsolidation ROC qu'on peut déterminer sigma prime P sur sigma prime V0. S'il y a des questions, je vais les prendre. Donc, entre-temps, je vais vous envoyer les PowerPoint ou bien le PDF de ce cours d'aujourd'hui. Et la prochaine fois, on va voir les autres parties concernant la compressibilité et le tassement ou bien les séries eudométriques, comment réaliser ça au laboratoire. Et pour cette première partie, il n'y aura pas de devoir. Donc, c'est probablement à la fin de ce chapitre qu'on va réaliser des devoirs sur ce chapitre. Essayez de lire et de comprendre les différentes parties qu'on a vues aujourd'hui, qui sont très intéressantes pour pouvoir déterminer le tassement et la compressibilité et même l'essai eudométrique.